Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce chapitre 8 qui s'intitule donc Travail des forces et énergie. Ce sera donc le dernier chapitre de mécanique et probablement le chapitre le plus difficile. Là, on va aborder des notions mathématiques qui sont pas évidentes avec des concepts qui ne sont pas évidents. Alors, un objet qui se déplace, eh bien, va posséder de l'énergie du fait, eh bien, soit de sa position, par exemple, ou soit, par exemple, de sa vitesse, hein. C'est ce qu'on appelle soit de l'énergie cinétique, soit des énergies qui s'appellent potentielles. Et donc on va en détailler quelques-unes maintenant. Alors nous on va s'intéresser que aux solides en translation, hein. On n'utilisera pas, on ne fera pas la rotation, sinon les formules changent un petit peu dans certains cas. Mais nous, de toute façon, en première, ce n'est que les solides en translation, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en gardant toujours, que chaque point se garde en chaque vecteur vitesse est le même partout, tout le temps. Donc un objet qui se déplace possède donc une énergie du mouvement que vous connaissez probablement, qui s'appelle l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, eh bien, ça va dépendre de deux paramètres. Ça va dépendre premièrement de sa vitesse. Donc de sa vitesse, je vais mettre sa vitesse. Voilà, ça c'est le premier paramètre évidemment. Par contre, ça va dépendre aussi d'un autre paramètre, parce que imaginez par exemple si vous tirez un petit plomb à une vitesse de, je sais pas moi, un plomb d'une carabine à plomb à une vitesse, je sais pas combien ça va, peut-être 200 km par heure. Et si vous tirez un plomb qui a une masse plus importante, les dégâts que vous allez occasionner vont être plus importants si vous prenez un boulet, juste un boulet, un gros boulet de canon qui va lui aussi à 200 km par heure. Donc en fait cette énergie va aussi dépendre d'un deuxième paramètre, c'est sa masse. Donc deuxième paramètre, c'est la masse de votre objet qui vont donc définir ce qu'on appelle son énergie cinétique, donc appelée énergie cinétique. Cinétique. Ouais. Alors, la formule qui est à connaître, que vous avez probablement déjà vue au collège, c'est tout simplement EC. Donc EC, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique. D'accord? C'est égal à 1 demi de m, donc la masse, fois la vitesse élevée au carré. D'accord? Donc ça, c'est une formule à connaître. Au point de vue des unités, donc alors EC, c'est l'énergie cinétique, ça va être en joules. M, ça va se mesurer en kilogrammes, et puis la vitesse dans l'unité de la vitesse, c'est-à-dire les mètres par seconde. Alors évidemment, les mètres par seconde, c'est pas l'unité usuelle, on utilise surtout les kilomètres par heure. Je vous rappelle une petite chose, si vous voulez passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on fait x 3,6, et par contre, si on veut passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Alors on va faire deux exemples de calcul. On vous dit donc un projectile de masse m égale 80 grammes à une vitesse de 700 mètres par seconde. Déterminer la valeur de son énergie cinétique. Donc on va faire quelque chose de très simple, je vais appliquer ma formule, je vais d'abord la écrire. EC égale 1 demi de mv au carré. Donc maintenant je vais passer à l'application numérique, donc 1 demi fois la masse, c'est-à-dire 80 grammes, fois la vitesse, c'est-à-dire 700 mètres par seconde. Alors, j'oublie pas plusieurs choses. Première chose que je n'oublie pas, c'est quoi? C'est convertir, puisque ici vous avez des grammes. Or, ici votre masse doit être en kilogrammes. Donc, je fais fois 10 puissance moins 3. D'accord? Alors, la vitesse est en mètres par seconde, donc tout va bien. Par contre, j'ai oublié une chose très très importante, c'est quoi? C'est le carré. Alors, souvent, le carré, c'est une erreur que vous faites. Alors vous connaissez votre formule, voilà, vous oubliez parfois de la mettre ici dans la formule, ou alors parfois vous oubliez même de la mettre dans la calculatrice. Donc je vous propose de vous faire le calcul, faites pause et puis faites le calcul, et vous devez trouver une valeur de 1,96 fois 10 puissance 4 joules, puisque c'est une énergie. D'accord, donc on n'oublie pas le carré, ça c'est l'erreur classique. Deuxième exemple, un projectile de masse m égale 350 grammes a une énergie cinétique égale à 50 joules. Calculez alors sa vitesse en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Alors là, par contre, on demande la vitesse, donc je veux le V. Ça veut dire qu'il va falloir que je transforme ma formule. Alors si je pars de ma formule de base, donc EC est égal à 1 demi
de mv carré. Moi, je veux le v, alors je vais passer le 2 de l'autre côté. Hein. Comme je divise par 2 à droite, je vais multiplier par 2 à gauche. Hein. Ça va vous donner 2EC. Et puis ici, je fais fois m à droite. Donc si je le passe de l'autre côté, eh bien, je vais diviser par m. Donc si je change un peu ma formule, ça vous donne 2EC divisé par m égale v carré. Alors moi, ce que je veux, c'est v. Donc évidemment, si je veux v, je vais faire la racine carrée de cette chose-là. Donc ça vous donne que v, c'est égal à la racine carrée de 2EC sur m. Voilà. Maintenant, j'ai transformé ma formule. Je vais pouvoir calculer ma vitesse. Alors, ma vitesse, c'est quoi? C'est racine de 2 fois l'énergie cinétique, on vous dit, c'est 50 joules. D'accord, donc ça c'est l'unité officielle. Et la masse c'est 350 grammes. Ah là, il faut que je fasse attention, comme tout à l'heure, on va faire directement x 10 puissance moins 3. Je vous invite encore une fois à faire le calcul vous-même, hein, parce que des fois, c'est pas le jour de l'évaluation qu'on utilise la calculatrice. Des fois, vous avez parfois des problèmes de parenthèse, des choses comme ça, ou des puissances qui peuvent apparaître qui ne sont pas bien positionnées. Donc vous devez faire le calcul et vous devez trouver 16,9 mètres par seconde. Alors 16,9 mètres par seconde, moi je l'avais aussi en kilomètres par heure. Je regarde ici, moi j'ai des mètres par seconde, je veux des kilomètres par heure. Je vais donc faire fois 3,6. Donc si je fais 16,9 fois 3,6, on va trouver 60,8 km par heure. Voilà. Donc l'énergie qui est liée à la vitesse, et la masse d'ailleurs, eh bien c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Il existe une autre énergie qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, je vais faire un petit aparté sur la gauche, vous le faites pas. Donc, imaginons que je trace par exemple ici un axe vertical. Alors, l'axe vertical en mathématiques, c'est souvent l'axe Z. Voilà, c'est l'axe de l'altitude. Et puis, je vais le graduer. Je vais dire ici que j'ai une position qui est égale à 0. Et puis ici, je vais dire que j'ai une position, par exemple, ZA, parce que j'ai un point qui est ici en A. Donc, si vous avez par exemple un autre point ici en B, voilà, si vous avez un objet A par exemple qui est plus haut que votre objet B, eh bien votre objet A va avoir une énergie potentielle de pesanteur plus importante. C'est quoi cette énergie? Eh bien imaginons que vous preniez un objet que vous prenez un objet donc que vous le lancez en A, eh bien si vous le lâchez, il va accélérer, il va avoir une certaine vitesse. Vous êtes bien d'accord que quand il va arriver au point 0, il va avoir une vitesse plus importante que en B. Ce qui veut dire que le fait de l'élever, vous lui avez communiqué une certaine quantité d'énergie qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc dû à sa position, par exemple, dans un barrage hydroélectrique, par exemple, eh bien, on a de l'eau qui se trouve en hauteur, on fait couler cette eau, on fait un trou par exemple dans le barrage, donc l'eau coule, et ensuite qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, elle va acquérir de la vitesse qui va entraîner une turbine qui va permettre de produire de l'électricité. Donc le fait de mettre un objet en hauteur, eh bien, lui fait acquérir une certaine énergie qu'on va appeler une énergie potentielle de pesanteur. Alors comment est-ce qu'on fait pour la calculer? Eh bien, c'est une formule pareille qui est à connaître. Je vais vous la donner ici. Donc je vous mets donc l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie que possède un solide du fait de son altitude. Donc son altitude par rapport à la surface de la Terre. Elle se note EPP, E pour énergie, P pour potentiel et P pour pesanteur. Voilà, il existe d'autres types d'énergie potentielle qu'on verra juste après. Elle s'exprime dans le système international en joules, symbole J majuscule. Pour un solide au voisinage de la planète Terre, elle est donnée par EPP égale mgz. Alors, qu'est-ce que c'est que EPP? Alors, EPP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, ça se mesure en joules. Votre M, c'est la masse qui va se mesurer en kilogrammes. Et G, alors je vais peut-être le marquer, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Elle a d'autres noms aussi. Et donc ça, c'est une valeur qui est constante à la surface, quasiment constante à la surface de la Terre. On va dire que par exemple, si je dis à Paris, G est égal à 9,81 kg, Newton, pardon, je me
suis trompé, c'est des newtons par kilogramme. Donc newton par kilogramme. Donc ça c'est une valeur qui est toujours, c'est un moins 1, c'est pas bien fait. Donc c'est moins 1. Donc ça c'est une valeur qui est connue, hein. Donc la masse, c'est la masse de l'objet, il suffit de le peser, voilà. Le G, c'est une valeur qui est donnée, et puis Z, c'est votre altitude, tout simplement. Donc Z, c'est l'altitude, donc qui va se mesurer en mètres. Voilà, tout simplement. Alors je fais une petite remarque parce qu'en fait tout à l'heure vous avez vu, en fait, la position que j'ai repérée en B ou en A, peu importe, j'ai défini un point zéro. J'aurais pu définir un point zéro. C'est moi qui l'ai fait à cet endroit, j'aurais pu le faire n'importe où. Donc en fait, cette énergie potentielle, en fait, elle est valable à une constante près. Et alors la plupart du temps, on va décider que, à l'altitude zéro, c'est-à-dire au niveau de la mer, on va considérer que l'énergie potentielle est égale à zéro. Voilà, ce qui va permettre d'éviter d'avoir une constante qui va se balader dans notre formule. Donc nous, en première, on considérera toujours que au niveau zéro, votre énergie potentielle est égale à zéro. Voilà, c'est une convention pour éviter d'avoir une constante, parce que vous voyez bien que j'aurais pu mettre un point zéro à un autre endroit, et donc mes valeurs d'énergie potentielle auraient changé, alors que finalement je suis au même endroit. Donc il faut bien définir un point zéro, et ce point zéro je peux choisir n'importe où, et moi je choisis au point où justement où c'était égal à zéro, ce qui me permet de faire quelque chose de plus simple. Donc c'est ma remarque que je mets ici. Donc la position du solide est repérée sur un axe vertical OZ, orienté vers le haut. On prend alors généralement comme origine des énergies potentielles un point situé à la surface de la Terre. Nous, c'est au niveau de la mer, on va dire. Ainsi, l'énergie potentielle de pesanteur à ce point est égale à 0 en Z égale 0. Voilà. Alors, dernière énergie potentielle à connaître, c'est l'énergie potentielle élastique. Alors, on avait vu par exemple avec un ressort ou un élastique, même aussi, on a, surtout avec un ressort, ça marche mieux. Donc avec un ressort, si vous comprimez un ressort, et que vous le lâchez après, vous allez pouvoir projeter un objet, par exemple. Hein, si vous prenez un petit jouet, un pistolet qui peut envoyer des petites fléchettes, vous pouvez comprimer un ressort, donc vous donnez à votre ressort une certaine quantité d'énergie qui va pouvoir libérer pour projeter quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'énergie potentielle élastique. Alors c'est la même chose aussi, par contre, si vous le tirez, si vous étirez un ressort et que vous lâchez, il va se retendre après, il va se recomprimer assez rapidement, et donc, il va aussi avoir une certaine énergie potentielle. Alors souvenez-vous, dans le chapitre précédent, on avait déjà vu que pour un ressort, on allait déterminer quelque chose qui s'appelait son allongement. C'est-à-dire que, je vais peut-être refaire un petit schéma rapidement. Donc si vous prenez un ressort, voilà, c'est mon ressort, euh, si je ne lui fais rien, il va avoir une certaine longueur L0. Et puis si je le tire, c'est-à-dire que si j'augmente un petit peu la taille des spires, il va avoir ici une longueur un petit peu plus longue qui va être L. Et moi ce que je vais appeler son allongement, c'est la différence entre les deux. Ça va être L moins L0, et ça je vais l'appeler delta X. Ce delta X c'est quoi? C'est la différence entre les deux. Donc si je regarde bien, je vais changer de couleur pour que ce soit bien. La différence entre les deux, vous voyez, c'est celle-ci. Donc ça c'est mon delta X. C'est ce qu'on appelle l'allongement. Et on avait vu que, l'allongement, que cet allongement en fait que la force était proportionnelle à l'allongement fois une constante qu'on appelle la constante de raideur, qui allait dépendre de votre ressort. Si vous avez un ressort suivant le matériau dans lequel vous l'avez fabriqué, suivant le nombre de spires que vous allez lui donner, suivant l'épaisseur du fil dans lequel vous allez fabriquer votre ressort, c'est une constante qu'on allait appeler K. Et K, c'est la constante qu'on appelle de raideur. Et donc cette constante va intervenir aussi dans cette énergie potentielle élastique. Donc A, c'est ce qu'on appelle la constante, je vais faire en bleu. Donc ça, c'est la constante de raideur. Constante de raideur. Ça, c'est ce qu'on appelle son allongement. On verra les unités après. L'allongement du ressort.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie potentielle électrique? Comment est-ce qu'on la fait? Eh bien, elle va ressembler un petit peu à cette formule de l'énergie cinétique. Ici, c'était 1/2 de mv2. La constante, bah, c'était la masse. Bah, nous, notre constante, bah, ça va être la constante de raideur. Et puis, bah, ça va pas être. Et puis, donc, on avait la vitesse au carré. Bah, nous, ça va pas être la vitesse au carré. Ça va être l'allongement au carré. Donc, pardon. Donc, un ressort comprimé ou itéré possède une énergie potentielle élastique. Notez E pour énergie, P pour potentiel et E pour élastique. Donc ici c'est EPE pour énergie potentielle élastique. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, hein, c'était EPP. C'est pour ça qu'on met deux différences. Il faut bien mettre ici EPP. EP ça veut juste dire énergie potentielle. Et vous voyez qu'il existe plusieurs types d'énergie potentielle. Il en existe d'autres encore, hein, mais vous n'avez pas à les connaître. Donc qu'il peut restituer sur l'acier. Donc EPP, pardon, EPE du coup, énergie potentielle élastique, c'est quoi? C'est 1/2. La constante, c'est K, la constante de radar, fois l'allongement delta X au carré. Donc ici, voilà, ces deux formes d'énergie se ressemblent, avec ici EPE, c'est-à-dire l'énergie potentielle élastique, donc qui va se mesurer forcément en joules. L'allongement, bah, c'est une distance, donc ça va être des mètres. Alors vous pouvez essayer de trouver en quoi va se retrouver votre constante de raideur. Alors il y a plusieurs possibilités. L'unité qu'on utilise souvent, ce sont des newtons par mètre. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, des newtons par mètre, c'est pas possible. En fait, vous auriez pu trouver, hein, si je change ma formule ici pour avoir le K, eh bien, ce seront des joules par mètre carré. Alors, en fait, les joules par mètre carré, bah, c'est aussi les newtons par mètre. D'accord? Je vais pas vous le démontrer, mais ouais, c'est possible. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors, dernier type d'énergie, eh bien, en fait, ce qu'on va appeler, c'est l'énergie mécanique. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la somme de toutes les énergies que va posséder votre solide. Donc des énergies qu'on va appeler macroscopiques, donc l'énergie à notre échelle. Donc en gros, bah, c'est la somme de son énergie cinétique et la somme de toutes ses énergies potentielles. Donc en gros, vous, ce que vous devez savoir, c'est que ce qu'on appelle énergie mécanique d'un système, eh bien c'est la somme de toutes les énergies qui va le composer à notre échelle. Alors cette énergie mécanique, on va l'appeler comment? On va l'appeler EM. E pour énergie, M pour mécanique d'un système, de masse M et la somme des énergies cinétiques EC et des énergies potentielles EP ou EPE, EPE pardon, ou EPE. Donc on va noter plusieurs de manières, soit on va dire que l'énergie mécanique c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ou alors vous, dans votre cas, vous en première, c'est égal à l'énergie cinétique. J'ai pas cette place, je vais peut-être faire un petit peu à côté, parce que sinon ça va pas être très joli. Donc je vais le faire ici. Donc ça peut être égal aussi à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Alors, je vous rassure, dans vos exercices à vous, pour les énergies potentielles, soit on va dire qu'il est en hauteur mais il n'y a pas de ressort, soit il y a un ressort mais il n'est pas en hauteur, mais on va jamais combiner les deux en même temps. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie mécanique, c'est toujours l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle considérée. Donc soit c'est en hauteur, soit c'est avec un ressort, mais on ne fera pas les deux en même temps. Alors, une remarque très importante ici, eh bien, c'est si le système n'est pas soumis à des frottements, c'est-à-dire que si ça ne frotte pas, imaginons que vous envoyez un objet dans l'espace, il se déplace, eh bien, il y a toujours conservation de l'énergie mécanique. On ne peut pas avoir de perte ou de gain d'énergie mécanique si il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de frottement. Alors, on va dire ça comme ça. Voilà, donc cette énergie mécanique, c'est-à-dire qu'en gros, imaginons que je prenne la chute d'un objet. Donc les graphiques, on va les regarder après, je vous les referai après. Bien. Alors, on imagine, on fait une expérience. Donc, je prends un objet, une balle par exemple, paf, et puis bah, je la mets en hauteur. Donc, pour ça, si je la mets en hauteur, je vais peut-être définir un axe au Z, hein, comme on avait vu. Puis ça, voilà, c'est ma petite balle. Et puis, je la fais tomber. Donc, je la fais tomber. Donc, comme elle n'est soumise qu'à son poids, eh bien, bah, cette balle, elle va tomber. Je peux, par exemple, si je veux, par une caméra, je peux filmer le mouvement de cet objet-là, et puis bah, je peux m'apercevoir que eh bien, cet objet va être là à un moment donné, puis après elle va être là, puis après elle va être là. Et donc par une caméra, je peux filmer le mouvement de cet objet, je peux définir la position, donc je peux déterminer assez facilement le Z qui se trouve ici, donc son altitude. La masse de mon objet, je la
connais, et puis le logiciel aussi, il peut me permettre de calculer la vitesse. Donc on imagine que je fais cette expérience-là, avec une caméra, je filme, et un logiciel me permet de déterminer et la position, et en même temps la vitesse. Donc en gros, eh bien, j'ai toutes les informations pour pouvoir déterminer mon énergie mécanique. Donc l'énergie cinétique, la masse, il suffit de peser l'objet. La vitesse, le logiciel me le donne, et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est la masse que je connais, G que je connais, et puis l'altitude que je vais connaître. Donc en gros, j'ai toutes les informations pour dire je peux connaître l'énergie mécanique de mon système. Alors l'énergie mécanique de mon système, je peux la tracer en fonction du temps. Donc je peux faire un graphique. En ordonnée, je vais tracer l'énergie totale de mon système, le système d'énergie, et puis ici en fonction du temps. Donc imaginons que j'arrive à mesurer toutes les formes d'énergie, donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, de pesanteur, l'énergie mécanique de mon système en fonction du temps. Alors, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si je prends le premier, c'est l'énergie cinétique, au départ, mon objet, comme il est en hauteur et qu'il ne bouge pas, il n'a pas d'énergie cinétique. Ça veut dire que son énergie cinétique, ici, elle est égale à 0 au départ. Et comme vous le laissez tomber, sa vitesse augmentant, bien l'énergie cinétique va augmenter au cours du temps. D'accord ? On comprend bien que l'objet au départ il bouge pas, et puis ensuite après il accélère. Donc forcément, il va forcément avoir une énergie cinétique. En ce qui concerne l'énergie potentielle de pesanteur, que je vais faire par exemple en vert, bien au départ vous l'avez mis en hauteur, votre objet. Donc votre objet, comme il est en hauteur, il a forcément une certaine énergie potentielle de pesanteur. Donc il est par exemple à ce niveau-là. Et comme il tombe au fur et à mesure, il va diminuer son énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire qu'au cours du temps, vous allez avoir ceci. Voilà. Et si maintenant je demande au logiciel de me tracer la somme des deux, on va s'apercevoir que la somme des deux, ici, c'est une constante. C'est toujours la même chose. Je l'ai pas mis ici, mais ça c'est mon énergie potentielle de pesanteur. Donc mon énergie mécanique que j'ai tracée ici en rouge, va être constante au fur et à mesure du temps. Ça veut dire qu'en gros, quand on met un objet en hauteur et qu'on le laisse tomber, l'énergie potentielle de pesanteur que je lui ai donnée va se transformer intégralement en énergie cinétique, c'est-à-dire en vitesse. D'accord ? Vous avez conservation de l'énergie mécanique. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas de frottement. Mais évidemment, ce cas sans frottement, il n'existe pas en réalité. Il y a forcément des frottements. À partir déjà au moment où vous êtes dans l'air, la balle va frotter et donc va forcément ne pas aller aussi vite que l'on voudrait. Je peux, si je fais le même graphique, mais cette fois-ci en faisant ça avec, par exemple, une balle qui frotte, par exemple, dans de l'huile, par exemple, je peux prendre une bille et je la fais tomber dans une grosse éprouvette avec de l'huile à l'intérieur, là je vais avoir beaucoup de frottement et cette bille va être ralentie. Si je trace le même graphique ici, donc de l'énergie en fonction du temps, mon énergie potentielle de pesanteur, ça va pas forcément énormément changer, puisque au départ je suis en hauteur, puis finalement elle va diminuer, on va dire ici. Bon, je fais pas très bien, mais faut juste comprendre le concept. Par contre, votre énergie cinétique, elle, au départ, elle est toujours égale à 0 forcément, et elle va augmenter, mais peut-être un peu moins vite. Ça va augmenter à peu près comme ceci. Et ce qui se passe, c'est que quand je fais la somme des deux, ça c'est mon énergie cinétique, si je fais la somme des deux, c'est-à-dire l'énergie mécanique, globalement, elle ne va pas être constante au fur et à mesure du temps, elle va diminuer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre énergie mécanique, s'il n'y a pas de frottement, elle va se conserver quoi qu'il arrive. S'il y a des frottements, vous allez avoir une perte d'énergie mécanique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la même quantité au départ et à la fin, puisque les frottements auront créé un échauffement. Si vous frottez vos mains les unes contre les autres, vous allez vous apercevoir que ça chauffe. Et donc ça veut dire que ça va être de l'énergie perdue, ça va être de l'énergie que vous ne pourrez pas récupérer, qui se sera dissipée dans l'atmosphère sous forme de chaleur. Donc les graphiques ici ils sont un peu mieux faits que ce que je vous avais donné tout à l'heure. Vous avez donc ici les deux graphiques qui sont un peu mieux faits. Alors j'ai pas utilisé les mêmes couleurs, mais bon c'est pas très grave. J'espère que vous avez compris. Que l'énergie mécanique ici restait constante s'il n'y avait pas de frottement, et que votre énergie mécanique elle est diminuée si vous avez des frottements évidemment. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.